Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à un road trip dans le nord du Vietnam. Première étape, nous sommes près du lac, le nom m'échappe mais il apparaît sur l'écran. Pour cette nuit, dans un homestay, 4 € la nuit par personne dans un dortoir, mais comme on n'est que deux, le dortoir il est à nous. J'ai déjà fait une vidéo sur ce lac, c'est le lac qui était près de Yen Bai, mais là cette fois nous sommes de l'autre côté du lac, c'est donc une petite étape. En fait c'est pas un lac, c'est toute une série de lacs. Suite à la construction d'un barrage, c'est une vallée qui a été recouverte d'eau, donc qui est enseveli. Demain matin, si on a le temps, qu'il ne fait pas trop froid ou trop chaud, ou si on a envie, eh bien on ira prendre une barque et pourquoi pas se baigner dans ce lac. Nous sommes à Vu Linh et voici le nom de notre homestay. Nous on va dormir là-haut dans la maison. Et l'heure du dîner, comme dans la plupart des homestays, ils proposent le dîner. C'est toujours à peu près les mêmes prix, hein. On est dans les 150 000 dong le repas. Ah ben, on va bien manger. Alors il est temps d'aller dormir. Là c'est une sorte de dortoir. On est à l'étage. La famille vit dans le bâtiment d'à côté, comme c'est souvent le cas. Donc dans une maison traditionnelle. Voici ma chambre et mon lit. Un peu d'intimité. La moustiquaire. Par contre il n'y a pas de fenêtre, hein. Bon, petit déjeuner avec crêpes, œufs et bananes. Et thé. On n'a pas demandé le prix mais bon, j'espère que ce sera pas trop cher. Ici c'est l'alcool de riz. De bon matin, le propriétaire qui parle très bien français fait cuire son alcool de riz. Bon, il nous a fait goûter, c'est bon. Il faudra attendre un peu pour partir avec le scooter. Alors que faire ici à Vu Linh, à part admirer les beaux paysages? Vous avez le lac, vous pouvez louer un bateau, soit pour une heure, soit pour la journée. Vous pouvez même nager dans le lac, pêcher éventuellement. Quant au ciel, l'hébergement, Vu Linh Family Homestay, c'est très bien, je peux vous conseiller, ça coûte pas très cher. Le repas le soir très bon, parfait pour se reposer, très beau paysage, calme, on dort très bien ici. Et bien sûr ici vous serez bien accueillis, le propriétaire parle même français, il ne manquera pas à vous faire déguster l'alcool de riz qu'il produit lui-même. On découvre les environs à scooter, on est tout au sud de ces grands lacs avec des milliers d'îles. En fait, c'est un barrage et de l'autre côté, on a quelques montagnes, toujours ces plantations d'eucalyptus. Ici, on commence à avoir du thé. Ah ce qui nous attend, c'est les pierres. Bon, j'aime pas trop avec mon scooter, mais on va y arriver. Voilà le barrage, la centrale et l'hydroélectrique, c'est là qu'on produit l'électricité. Alors ça, je crois que ça date des années 60 ou 70, c'est quand même assez vieux. Petit arrêt sur la route. Au milieu des plantations de thé. Derrière moi, le barrage. Et ici, les plantations de thé. Petite pause déjeuner sur la route. Alors ici, vous voyez, c'est écrit Tit Cho. Tit, c'est viande. Et Cho, c'est chien, une viande de chien. Alors moi, je veux pas essayer, mais mon compagnon de voyage, qui vient de République tchèque et qui est chasseur, a envie d'essayer. Donc, je vais lui laisser manger ses nouilles au chien. Voilà comment la viande de chien est préparée. Alors, on a le plat de viande. Donc, on ne vous le recommande pas. C'est pas super bon. Et là, les nouilles avec les sucres du chien dedans. Après le bras. Mais c'est meilleur. Ça doit dépendre de quel morceau du chien. Alors voilà comment on traite le cactus. D'abord on coupe à la bonne taille, ensuite on enlève l'écorce. Après ça roule dans la machine. Et puis il ressort une plaque. Voilà. Le petit tronc et une plaque. Et après la plaque, on va la faire sécher. On a finalement décidé de rester une deuxième nuit ici, sauf que il y avait une réservation là où on était, dans le grand dortoir. Donc là, on va être dans un petit dortoir. On va être deux, plus deux personnes qui vont venir là, mais avec des grands lits. Un bâtiment, c'est toujours le même type, sur pilotis, tout en bois, pas de fenêtre. Bon, eh bien, on va faire une petite promenade en barque. La découverte du lac, j'ai un rameur devant moi. C'est pas évident à manipuler cet engin. C'est même pas dans quel sens on doit aller. Hop, attention.
nous fait quoi? 300 mètres, 200 mètres? Bon, en regardant les autres, on a compris que la barque se conduit dans l'autre sens. Pas comme en Europe, mais on rame en regardant vers l'avant. Voilà comment on pêche. L'un qui pose le filet, l'autre qui fait du bruit avec les poissons pour les pousser vers le filet. Au milieu des lacs, pisciculture, avec des milliers d'îles comme celle-là. Le pêcheur continue de poser ses filets. Et ici les péniches pour l'eucalyptus, le sable et les marins d'eau douce qui se moquent de nous. Notre deuxième soirée ici, avec beaucoup de monde. Alors nous sommes en pays Zao, ici la langue est différente du vietnamien. Ils ont fait beaucoup boire d'alcool, de riz et d'autres choses, on a bien vu. Apparemment les Zao boivent beaucoup et ils vont nous faire un spectacle de danse en costume traditionnel. On profite de la soirée parce qu'il y a un groupe ici et ils ont droit à un spectacle de danse. Danse pour célébrer la récolte. Il faut dire qu'on a passé une très bonne soirée ici, avec beaucoup d'autres touristes occidentaux, et que les Zao, ils ont une bonne descente, hein, l'alcool de riz, on sait plus, on n'a pas compté combien de litres on a bu, mais beaucoup, et fabrication locale. Donc voilà comment on trinque ici. Le jeu ici, on secoue. La prochaine ouvre. Attention. Dans quelle direction est celle qui doit boire? Non, la dame est mauvaise joueuse parce qu'elle ne veut pas boire alors que la tête du poulet s'est tournée vers elle. Va-t-elle boire ou pas? Avec le chef qui est en face. Ah, et tous les deux, la tête du poulet était entre les deux. Alors les deux vont boire. Et voilà. On va prendre le petit déjeuner. Alors la soirée était bien arrosée. On a vidé la bouteille d'alcool de riz avec un jeune Canadien et un jeune Singapourien. Et maintenant, on va se remplir l'estomac avant de repartir. On ne sait pas où. On va vers le nord. On ne sait pas exactement où on va dormir ce soir. On va s'arrêter. Et on verra. Pour ce road trip, voici nos scooters, et puis Canadien, Singapour, et puis voilà, un groupe de motards suisses qui eux vont faire du road. Le groupe de motards suisses qui vont nous quitter, et grâce à eux qu'on a eu le spectacle hier soir de danse. Dans leur programme, si ça vous intéresse, ce genre d'excursion, c'est à peu près 150 $ par jour, tout inclus. Leurs bagages sont transportés dans le camion. Pour les parties qui sont pas intéressantes, ils voyagent en bus, je pense. Et là, ils vont faire du tout-terrain. Nouvelle destination ce matin, on ne savait pas encore où on allait dormir, donc on est parti. Et là on arrive dans les montagnes. On a choisi de dormir dans des bungalows, on a fait un petit détour juste pour quitter un peu la grande route et voir ce genre de paysage qu'on trouve ici au milieu de nulle part. Déjà le deuxième pont réservé aux scooters, en bas un cheval, voilà à quoi ça ressemble à traverser des ponts. La tête. Notre dernier arrêt au pied des montagnes, hein, avant de s'enfoncer. Là-bas, loin derrière les montagnes, on va monter là-haut. Et derrière c'est la Chine, mais là on n'ira pas en Chine. Donc voilà. Nous voilà arrivés. On a des dortoirs, des bungalows derrière. La route a été assez longue, hein. On a 2 ou 3 heures. Mais mon compagnon de voyage a voulu faire un petit détour. C'est pas une très bonne idée. Parce que sur les petites routes, on a mis un détour de 2 heures. Ça fait 5 ou 6 heures de scooter, ça fait beaucoup. En plus, il a eu la mauvaise idée de me tamponner. Il a fait partir le cache. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et sur la route, il y avait un grand serpent qui traversait la route. Donc j'ai ralenti, j'ai fait un léger écart. Et lui,
comme ça l'intéresse parce qu'il est vétérinaire, il a les yeux fixés sur le serpent et il n'a pas eu le temps de freiner, il m'a pas vu, il n'a pas eu le temps de freiner et voilà, il m'a rentré dedans. On est tombés tous les deux. Heureusement, le serpent il s'est barré. Mais donc à part le bout de plastique là qui est là, il n'y a pas eu d'autres dégâts. Heureusement, il n'y a pas de voiture qui arrive en face. Bon, enfin, tout est bien qui finit bien. Nous voilà au calme. Alors derrière, ça ressemble à ça, au pied de la montagne. Combien ça coûte? C'est 200 000 dong, le bungalow. Le soir, le repas, c'est 100 000 dong par personne. Donc ce sont de bons prix. On a parfois des groupes qui sont hébergés là-haut, dans le dortoir. Alors, nous sommes aujourd'hui tout seuls. Voilà ce qu'on peut avoir pour 200 000 dong, c'est-à-dire 8 euros. Bon, le lit, je pense qu'il va être un peu dur. Hein. C'est un lit ouais, bien dur. Vietnamien, mais ça me dérange pas. Belle vue sur le jardin. On ira visiter demain. Là, il est trop tard. Bientôt, c'est le coucher du soleil. Ah, derrière, vite, ça ira mieux. Juste la montagne ici, les champs, une rivière qui coule derrière, au pied de la montagne. Donc on verra combien de temps on reste ici. Ça a l'air bien sympa. Hot pot du soir. Voilà, mon bungalow. Ici, des fleurs de lotus. Et derrière, la montagne. Et des rizières. Aujourd'hui, on va faire le tour de cette grande montagne. On va pour au moins 50 km, pour 2-3 heures, sur une petite route de montagne avec pas mal de choses à voir, je pense. Des chutes d'eau, on va voir. Et ça a l'air bien sympa ici. Voilà le genre de paysage qu'on peut avoir ici. On est au milieu des montagnes, les champs de maïs à perte de vue, encore quelques rizières. Et nous on contourne cette montagne. Très belle campagne, pour l'instant une bonne route, ça roule bien. Donc voilà sur les hauteurs, sur le col. Bon, vaut mieux pas avoir le vertige depuis la plateforme. J'espère que ça tient, que c'est du solide. Ici, pas un seul touriste à part nous. Pour le chemin, sur le lieu de notre hébergement, il y a un Péruvien, donc mon compagnon de voyage lui a proposé de nous accompagner pour ce petit tour comme ça, de 50 km. Sauf qu'à eux deux, ils font 200 kg sur le scooter, donc c'est pas évident dans les montées et les descentes. Là, on y arrive, on y arrive. On va boire quelque chose. La route, pas où on va aller, la route d'où on vient, et là une cascade, on ne sait pas trop comment s'approcher. On va trouver un peu d'aventure. Tuyauterie locale pour alimenter le bassin là-bas. J'imagine qu'il peut y avoir des poissons dedans. L'eau qui vient de la montagne. Spécialité du lieu ici, c'est aussi la cannelle, que je vous conseille pas de goûter parce que c'est assez fort. Et plus on s'enfonce dans les montagnes, plus on découvre de beaux paysages, de belles falaises au milieu de nulle part. Et le mieux ici, c'est qu'il n'y a absolument aucun touriste. Nous sommes seuls. Si vous voulez découvrir le Vietnam loin des sentiers battus, du tourisme de masse, il faut louer un scooter. Je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Ou être riche et louer un taxi. Mais l'intérêt, c'est d'aller lentement avec le scooter. Si vous avez beaucoup de temps et de la force dans les jambes, vous pouvez louer un vélo, c'est pas mal aussi. En dessous, il y a un lac qui n'est pas sur toutes les cartes, en tout cas sur la carte satellite alliée. Donc on va voir. Et nous voilà descendus au bord du lac avec des bateaux de croisière, mais il n'y a absolument personne. La route continue, hein, mais il y a de l'eau. Donc on s'arrête là. Le chemin du retour avec des routes impressionnantes qui se sont toutes effondrées, ils sont en train de rebétonner cette partie-là. Évidemment, on ne voit pas en vidéo, mais ça descend bien, mais tout va bien. Une fois de plus, je confirme la théorie selon laquelle il y a bien un frein moteur sur le scooter automatique, parce que selon une légende, les scooters automatiques ne sont pas faits pour la montagne, mais aucun problème, il y a bien un frein moteur, il suffit d'enclencher le moteur, il vous freine dans la descente, et tout va bien. Bon, on va continuer cette route bien montagneuse, sous les rochers. Et apparemment, c'est l'autre bout du lac, avec des élevages là-bas.
de poissons. On est sur une route qui ne mène nulle part, sinon descendre par là-bas, dans la forêt, peut-être de l'autre côté du lac. Donc on va rebrousser chemin et retrouver la bonne route. Voilà mes compagnons de voyage du jour. Là, on revient de là, c'est par là, on est sur un pont. Et de l'autre côté, ça se passe de commentaires. Ouais. Même des gens qui habitent dans les huttes, là-bas, dans les huttes de pêcheurs, qui surveillent leur élevage. Voilà à quoi ça ressemble juste derrière notre homestay qui est là. Les rizières, alors le riz a été coupé, je pense qu'ils vont labourer tout ça. Derrière, c'est la montagne, il y a un petit chemin. On va les prendre. L'occasion pour moi de faire un bilan de ces premières journées, de vous expliquer un peu ce concept de homestay qu'on a ici au Vietnam. Alors ce qu'on appelle les homestays ici au Vietnam, ce sont ce qu'on appelle ailleurs par exemple des guest houses, ou si vous voulez des maisons d'hôtes. Mais bon, c'est ici le concept assez unique au Vietnam parce qu'elles se ressemblent toutes. Vous avez une grande maison sur pilotis, souvent des bungalows. Donc soit vous prenez dans ce qu'on appelle le dortoir, dans la grande salle du haut. Ça reprend un peu la maison traditionnelle vietnamienne de la campagne, les maisons sur pilotis où toute la famille vit à l'étage, mange au même endroit. Le soir on met des tapis et on dort sur le sol. Hello. 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 Et ici c'est l'avantage aussi quand on est dans des endroits pas très touristiques, les gens vous saluent, les enfants. Et c'est pas intéressé, ils sont vraiment contents de voir des étrangers. L'avantage de ces homestays, c'est que c'est moins cher que l'hôtel. Le soir, comme on l'a fait, vous mangez souvent avec la famille, en tout cas ils vous préparent un repas. Les prix ça coûte combien? Comme on l'a fait, vous pouvez, ça va jusqu'à 100 000 dong, à peu près environ 4 € si vous prenez un lit en dortoir. Alors vous pouvez trouver sans doute moins cher à des endroits très reculés, et aussi plus cher dans le lieu très touristique. Bungalow ici on l'a payé 200 000 dong pour la nuit, c'est-à-dire 8 €. Là encore on en a déjà eu des plus chers, on peut peut-être trouver aussi moins cher. Et le repas c'est entre 100 000 dong, c'est entre 4 € et 6 € le repas du soir, mais c'est vraiment un grand repas bien fourni. Ici une fois on a payé 200 000 dong, mais on n'a pas mangé la moitié. Alors je sais pas si le chemin mène quelque part, je ne voudrais pas aller chez les gens. Autre question, comment on trouve ces logements? Déjà, ce homestay par exemple, on l'a trouvé sur Booking. L'avantage de Booking, vous avez cherché autour de mon emplacement, ce qui nous permet de voyager parce qu'on ne sait pas à l'avance où on va dormir. Juste pour la première nuit, j'avais choisi à l'avance pour s'éloigner suffisamment de Hanoï, mais là, on roule quand un endroit nous plaît. Comme ça, on n'est pas pressé par le temps, on arrive quand on arrive. Et donc, vers 13 h, 14 h, on commence à regarder où on peut dormir parce qu'il y a quand même des zones où il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'ici, il fait nuit à partir de 5 h 30 en fin d'année. Et les scooters, ils n'éclairent vraiment pas. Donc, il vaut mieux ne pas rouler de nuit. Si on ne trouve pas sur Booking, donc on regarde sur Google Maps. Et au pire, on peut demander aux gens. Il y a des hôtels qui ne figurent ni sur Booking, ni sur Google Maps. Donc on arrive toujours à trouver. On n'est pas dans un lieu super touristique, donc on est sûr d'avoir de la place. Pour la suite du voyage, ce sera un peu plus compliqué. On va aller, ce qu'on appelle faire la boucle de Hazang, en tout cas la moitié. Là, c'est très très touristique. Et évidemment, il y aura plus de monde, mais bon, on va être optimiste. Alors bien sûr, ce type de voyage n'est peut-être pas pour tout le monde non plus, parce qu'il faut être capable de conduire un scooter. J'ai fait une vidéo là-dessus, comment conduire un scooter au Vietnam, tout ce qu'il faut savoir. Et puis il faut savoir aussi s'organiser, chercher un peu les informations sur internet pour savoir quels sont les endroits intéressants à voir ou à éviter pour ne pas perdre trop de temps non plus. Et si vous venez ici vraiment, vous voulez voir un maximum de choses au Vietnam, évidemment vous passerez par des agences qui vont vous lâcher, vous faire. Ils sont très bien organisés, ils vous prennent dans les bus, ils vous lâchent à telle attraction touristique, ils vous reprennent, ils vous emmènent à l'hôtel, etc., etc. Si vous aimez ce genre de voyage, pourquoi pas ici. Vous pouvez déjà voir pas mal de choses au Vietnam, mais le Vietnam était vraiment un très grand pays. Voilà, là c'est un type de voyage différent. On roule à 40, 50, parfois des petites pointes à 60 ou 70 à l'heure sur nos scooters et ça va très bien. On profite du paysage, on fait des tours par les petites routes de campagne pour voir comment vivent vraiment les gens. Dans les homestays, on mange avec les familles chez eux souvent, ou en tout cas comme eux, donc il y a plus d'échanges. C'est différent, après chacun son type de voyage. Je sais où on est à peu près sur la carte, je ne sais pas trop comment s'appelle la région. On était à 10-15 km d'ici et on s'est dit oui, le temps commence à passer, il faudrait qu'on trouve quelque chose, puis il n'y avait pas grand chose autour, et puis en tout cas pas grand chose de bon marché. C'est pas mal, c'est même très bien. On a même aujourd'hui la visite des vaches qui sont chargés de tondre la pelouse. Et puis on a fait une belle boucle aujourd'hui, vu de beaux paysages. Et maintenant, il va falloir faire une petite sieste parce que 5-6 heures
Ouais, 6 heures de scooter, ça fait quand même mal aux fesses, même si c'est pas tant de kilomètres que ça. Alors, on va pas toujours très vite sur les chemins. Nous avons quitté notre homestay et puis nous faisons route vers Razang. Ça fait 1 heure que nous sommes partis. Mais nous n'allons pas prendre la grande route nationale qui est un peu dangereuse. On va encore descendre là, dans la vallée, et puis tourner à gauche pour traverser les montagnes. Bon, je pense qu'on a encore bien 5-6 heures minimum, hein, parce que la route, ça va encore là, c'est du béton, mais après, on risque de retomber sur des chemins de montagne. Aucune idée de l'heure à laquelle on va arriver, espérons avant la nuit. Jusque là, tout va bien. On a de belles pentes au milieu de nulle part. Petite rivière ici. Allez, on repart. Nous voilà dans la province de Razang. Finalement, la route, pour l'instant, est toujours bien praticable. On a passé le col ici. On va redescendre dans la vallée avant de remonter sans doute et de passer un autre col. Il reste 50 km à faire. Ça devrait se faire sans problème. On vient de passer un nouveau col. Bah, finalement la route elle est pas si mauvaise que ça, hein. C'est goudronné, bon c'est pas toujours très plat, parfois il y a des trous, mais on roule bien à 30-40 km/h en général, donc ça va. Et encore, on surplombe une vallée, une rivière. Les rizières, nous sommes en novembre. Évidemment, les rizières, il n'y a plus grand chose dessus. Il va falloir attendre le printemps. Les températures ici baissent, et là on commence à sentir le froid dès que le soleil disparaît. Dans les montagnes, dans le nord, fin novembre, là, s'il y a du soleil, ça peut monter à 26, mais là on est plutôt, je pense, du 20-22. Sur scooter, on sent bien le froid et les températures vont continuer à descendre jusqu'au mois de janvier. Alors je sais pas par où nous mène le chemin, mais on va y aller.